on a une lourde tâche après votre intervention, Monsieur Toiti. Est-ce que vous faisiez une table ronde à vous tout seul? Donc, on a le plaisir d'avoir à cette table ronde des personnes très compétentes et qui vont nous parler donc du thème de cette table ronde, des 3 mots choisis, qui sont, je ne le dis pas dans l'ordre, investir, innover, intégrer. Et je ne résiste pas au plaisir, pour débuter cette table ronde, de vous citer au travers d'une citation, Monsieur Toiti, que vous aviez dans votre livre. Parce que dans votre livre, vous aviez cité un article que vous aviez publié en août 2009 et qui commençait comme celui-là, comme cela. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient leur courage. C'est pas de moi, ça. Et vous disiez, non, c'est pas de vous, et vous disiez en plagiant ces vers du Cid, que cela résumait à merveille l'évolution récente des marchés et des discours des observateurs financiers. Alors, prenant la même logique que vous, j'oserais plagier le Cid aussi en introduction de cette table ronde, en disant « Orage, ô désespoir, ô vieille économie, n'ai-je à ce point vécu sans technologie, et ne suis-je blanchi dans les erreurs passées que pour voir toujours à l'innovation renoncer ?» Donc, voilà pour essayer d'introduire cette table ronde. Et je crois qu'en effet, l'interrogation des chefs d'entreprise est aussi importante que celle de Rodrigue. C'est assurer le présent tout en essayant d'innover. Et c'est la difficulté principale que vous avez. Et là aussi, on doit rentrer dans un futur, vous l'avez souligné, un futur plus durable, un futur plus équitable. Et je me permets de citer un auteur que vous connaissez bien évidemment, qui est Jeremy Rifkin, qui a écrit La troisième révolution industrielle, et qui dit « Les grandes évolutions économiques de l'histoire se produisent quand de nouvelles technologies de communication convergent avec de nouveaux systèmes d'énergie. » Alors je me tourne naturellement vers M. Chauffez pour lui dire comment gérer les flux d'énergie dans une économie où chaque individu a vocation à être producteur d'énergie. Que penser de ce que l'on appelle maintenant les réseaux intelligents? Ça marche? Non. Ça marche là? Ouais, c'est bon. Ah, écoute, alors moi je vais revoir tout parce que Marc Toiti m'a tout enlevé de la bouche. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai révolutionnaire, ce Marc. Et puis d'ailleurs, vous, là, vous êtes tous des vrais révolutionnaires. Mais moi, je vous rassure, je ne suis pas le sous-commandant Chauffez et je n'ai pas une troupe de guerrieros qui va sortir de la table. Je ne ferai pas ça, Marie-Josée. Non, je voulais dire que tu as cité Rifkin et au sein du groupe, alors SunPower, mais SunPower, je voudrais juste rebondir, c'est que SunPower, c'est Total. Et on est très fiers aujourd'hui que Total ait racheté SunPower, le numéro 1 américain. Et puis, je voulais faire une annonce aussi ce soir, puisque le pôle d'excellence du groupe Afrique, Moyen-Orient, Europe et Asie-Pacifique va être créé à Lyon. La décision a été prise il y a du cours de la semaine. Donc ça veut dire que quand on parle de pôle de recherche, quand on parle de centre d'excellence, voilà, on va pas créer, on aurait pu le créer en Californie, au siège de SunPower, on l'a créé à Lyon. Pourquoi? Parce qu'à Lyon, ça fait 30 ans qu'il y avait une petite société qui s'appelait Tenesol, qui appartenait à Total, à lutter contre vent et marée pour développer les énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, le groupe Total auquel j'appartiens, tellement est persuadé de l'avenir et de la puissance économique des énergies renouvelables, c'est qu'il a créé une division spéciale qui s'appelle Énergie Nouvelle, complètement détachée du groupe, qui aujourd'hui est complètement indépendante pour aller justement travailler sur ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, Yves m'a demandé de parler des smart grids, des réseaux intelligents. Alors, les réseaux intelligents, c'est une des 5 facettes de ce qu'appelle Rifkin dans la révolution industrielle, la 3e révolution industrielle. La première, c'est le passage aux énergies renouvelables. Alors, même si on est en retard en France, vous voyez tous de plus en plus d'éoliennes, de plus en plus d'hydroliennes, de plus en plus de photovoltaïques. Mais dans le monde, ces technologies explosent complètement. Donc, le premier pilier de la 3e révolution, c'est le renouvelable.
Le deuxième, c'est la transformation des parcs immobiliers de tous les continents en centrales énergétiques. La troisième, c'est le déploiement des technologies d'hydrogène et des technologies de stockage. Là aussi, en France et en Europe, on est plutôt bien placé. Et la quatrième, ça va vous parler tout de suite, c'est l'utilisation de la technologie d'Internet. Vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire Internet dans l'énergie? Tout simplement, c'est que pour transformer les réseaux électriques de tous les continents sur le modèle d'interréseau de partage de l'énergie. En gros, on copie, dans le monde de l'énergie, on copie ce que vous avez fait depuis une décennie dans le monde de l'Internet. Et le cinquième, c'est le changement des moyens de transport en passant des bons vieux moteurs à explosion aux moteurs électriques. Suffit pour ceux qui sont allés au salon de l'auto, tous les grands constructeurs présentaient soit un hybride ou soit un full électrique. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va changer aujourd'hui le monde. Et nous, on pense qu'il y a un réservoir de business derrière complètement inimaginable. Alors, pourquoi aujourd'hui je suis avec vous? Parce que c'est ensemble qu'on va le faire. Nous, les énergéticiens, on va avoir besoin des informaticiens. On va avoir besoin de logiciels pour faire fonctionner ces smart grids. Qu'est-ce que c'est qu'un smart grid? C'est tout simplement nos bons vieux réseaux électriques qu'on connaît tous, hein, avec des ramifications, pour les optimiser, pour optimiser et la production et la distribution. Merci, M. Chauffet. Et après avoir parlé si bien de l'énergie, j'ai envie de me tourner vers vous, M. Garnousset, par rapport à ce que disait aussi M. Toiti, qui était intéressant, en disant soyez dans la crise des acteurs forts. En quelque sorte, dans les entreprises, comment vous voyez le mot intégré, et est-ce que les entreprises se servent éventuellement de la crise comme d'un accélérateur de leur changement? Alors, peut-être deux mises en perspective sur ce sujet-là. La première, elle est relative à la dépense informatique. Si on regarde aujourd'hui ce qu'est la dépense informatique, 70% de la dépense informatique est consacrée au maintien en conditions opérationnelles des applications existantes. Les 30% restants, de ces 30% restants, 70% de ces 30% sont consacrés, donc ces 30% représentant bien évidemment toutes les applications qui représentent l'investissement de la société, 70% de ces 30% sont consacrés à l'intégration de ces applications dans l'environnement existant. Donc en fait, si on regarde bien, on se retrouve face à une vraie problématique et de la création de valeur au sein de l'informatique dans les entreprises, parce que si on regarde au final ce que ça donne, il ne reste que 10% de la valeur qui est consacrée à de la vraie création de valeur. Ça, c'est le premier point. Si on regarde après d'autres éléments qui sont relatifs à la crise, on est tous face au même paradigme aujourd'hui, c'est qu'on vous demande de réduire vos coûts de fonctionnement informatique, et en même temps, pour ce faire, il faudrait investir, on vous demande d'arrêter vos investissements. Donc vous êtes face à une impossibilité d'aller de l'avant, qui est une impossibilité qui est un peu les situations qui ont été décrites par Marc Toiti pour la sortie de crise. On est à peu près dans les mêmes scénarios. Aujourd'hui, face à ça, les paradigmes sont extrêmement en train de changer. Moi, je l'ai vu récemment, même chez les grands clients, qui nous demandent de, quelque part, supporter une part des investissements en transformation pour leur compte, leur propre compte. Et tout ça dans une approche extrêmement différente en termes de transformation. On nous propose désormais des contrats sur des durées beaucoup plus longues qu'auparavant. Ces contrats ayant comme objectif non seulement de s'occuper de la marche courante de l'entreprise et de son système d'information, mais également de procéder à ces transformations-là sans avoir des investissements initiaux importants, et donc récupérer des retours sur investissement, mais sur une durée plus longue. Donc ça, c'est un vrai changement de paradigme. Ça veut dire que chez nous aussi, ça veut dire des changements en termes de mode de fonctionnement, parce qu'on est très peu habitué finalement à faire des investissements dans des sociétés sur la partie en tout cas service des sociétés comme les nôtres, puisque l'investissement on le laissait à la charge de nos clients auparavant. Donc c'est un paradigme très très nouveau qui nécessite une remise en question assez profonde de l'organisation même de nos structures pour passer d'un modèle d'exécution à un modèle où on est aussi financeur de la transformation. Mais une question, est-ce qu'on est plutôt OPEX ou CAPEX? Alors, dans ces modèles-là, on fait fi de tous les CAPEX. On veut plus avoir de CAPEX parce que d'une part, parce qu'on a
même des grands clans du CAC 40 aujourd'hui font face à une vraie crise de liquidité. Moi, j'en connais un en particulier qui a un vrai problème, qui est dans les transports, qui a un vrai problème aujourd'hui de liquidité, et donc qui envisage de confier cette transformation-là à un tiers, donc d'éliminer ces CAPEX, carrément de tous ces CAPEX-là de ses propres comptes, et de les transférer vers nos books. Et donc on passe dans un modèle où les CAPEX étaient des CAPEX transformation, deviennent des OPEX sur une durée plus importante. Alors je me tourne naturellement vers Factom. Vous êtes en charge de financer normalement les outils informatiques dans l'entreprise, avec ces changements de paradigme que souligne monsieur. Est-ce que vous avez la sensation, vous aussi, qu'au sein de l'entreprise, on est en train de vous demander un changement par rapport au principe de location, au principe éventuellement d'accès? Quels sont les changements que vous voyez par rapport à l'outil informatique que vous mettez au sein de l'entreprise? Oui, bien évidemment, notre métier, c'est de sortir du CAPEX pour aller vers l'OPEX. Par rapport à ce que vous dites, notre métier, c'est aussi de sortir, parce qu'en fait, il y a 2 étages à la fusée. Le client, utilisateur final, sort de l'OPEX, sort du CAPEX pour aller vers l'OPEX, mais son fournisseur, son éditeur, son distributeur peut porter un certain nombre d'investissements. Donc, notre métier, c'est d'également nous occuper du 2e étage de la fusée et de sortir du CAPEX le producteur, afin que ce ne soit pas lui qui supporte dans son bilan l'investissement et qu'il puisse avoir un retour plus vite. Donc notre métier, c'est d'intégrer financièrement l'ensemble des dépenses d'un projet ou l'ensemble des dépenses de la technologie d'un de nos clients. Alors quelles sont les demandes par rapport à l'innovation, l'investissement et le fait que tout cela doit être intégré? Ça a comme contrainte la limite financière, bien évidemment, la limite supportable par l'entreprise. Il faut faire les bons choix. Et quand on fait des bons choix, on fait parfois des choix moins bons. Comme le disait un grand du web, on a tous fait beaucoup d'erreurs. Hein, dans le livre récent de notre ami le créateur de Mythique. Par ailleurs, il faut donc décider vite et pouvoir évoluer aisément. Donc tous ces liens font que la demande est plus pressante, de souplesse, puisque c'est ça la première demande. Je veux une informatique qui puisse évoluer très vite. Je veux un budget pluriannuel maîtrisé, c'est-à-dire que on sait... Sur lequel on peut revenir éventuellement aussi. Sur lequel on peut revenir. On a un exemple d'un client qui fait des produits qui se vendent nettement moins bien qu'il y a quelques années. Il a fallu faire moins 30 sur son budget informatique. Vous imaginez la dureté. On a pu le faire relativement aisément. Enfin, relativement aisément, hein, bien évidemment. En jouant sur les durées, en jouant sur les familles de produits, en faisant durer plus longtemps des produits qui étaient à renouvellement et à taux d'usage plus réduit, et on a pu en fait y arriver. Bien sûr, il faut protéger la trésorerie de l'entreprise, puisque la trésorerie de l'entreprise permettra de faire les innovations et les investissements métiers les plus importants. Il y a un domaine important, c'est la réduction de la charge administrative. Les achats informatiques sont de plus en plus difficiles à maîtriser. Nombre de factures, nombre de fournisseurs. Et ça, c'est important. Et puis, il y a le durable qui est toujours omniprésent, comme vous l'avez dit, comme tout le monde va le dire. Et pour nous, nous avons une responsabilité lourde, puisque la dépense énergétique de l'IT pesera de plus en plus. Il y a des statistiques accablantes pour nos métiers. Donc il faudra premièrement investir dans l'achat maîtrisé, et donc on doit accompagner nos clients là-dessus. La consommation, on doit les accompagner. Il y aura un dispositif qui économisera de 30 à 40% d'énergie sur l'ensemble des PC que nous louerons au cours du dernier trimestre de cette année. Donc on travaille dessus, et bien évidemment le recyclage propre des... On reviendra sur cette notion aussi de partage d'énergie avec les notions éventuellement de BIOC, qui sont des éléments aussi qui peuvent s'intégrer comme producteurs d'énergie au sein de l'entreprise. Je me tourne naturellement vers SPI, parce que SPI, c'est ingénierie, infogérance, cloud, donc on est au cœur du problème de demain.
Donc, Monsieur Magnon, Vincent, qu'est-ce que SPI propose aux clients à l'heure actuelle pour intégrer leurs technologies nouvelles? Alors, avant de proposer, je voulais juste rebondir sur ce que disait Marc, et puis tout à l'heure vous disiez Yves, sur les révolutions industrielles et les opportunités que revêtent les crises. Chez SPI, on existe depuis 1850 et on est né dans le monde du transport. Dans le monde du transport, où la révolution industrielle, c'était le cheval-vapeur. Ensuite, il y a eu le pétrole, l'énergie. On est devenu un groupe d'énergie et de transport. Ensuite, il y a eu une sorte de révolution industrielle, en tout cas moi je le cite comme tel, les technologies de l'information. On a investi chez SPI massivement dans les technologies de l'information, et du coup on est un des grands groupes européens dans les technologies de l'information. Aujourd'hui on se définit notre raison d'être dans l'économie verte, qui est un petit peu ce nouveau paradigme sur lequel on essaye de débattre aujourd'hui, qui est cette convergence énergétique, cette convergence des énergies renouvelables ou fossiles traditionnelles avec les technologies de l'information. Donc on est effectivement en plein cœur du sujet, et vous voyez qu'effectivement, pendant 150 ans, on a, et j'espère que ça continuera, surfé sur ces nouveaux paradigmes et ces nouvelles opportunités de crise. Juste pour donner un exemple de ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on parle d'énergie et de technologie de l'information. Aujourd'hui, plus de 40% de l'énergie finale est consommée par le bâtiment. Autre fait, l'organisation du travail change aujourd'hui. Je veux juste donner un exemple. On ne dit plus, le lien du travail n'est plus lié au lieu du travail. On ne dit plus je travaille à Culose, on dit plutôt je suis responsable de la production informatique de tous les sites de l'entreprise que je représente. Donc aujourd'hui, on représente plus le lien du travail avec la fonction qu'on exerce. Donc la notion, vous imaginez bien que vu d'un directeur général, d'une direction de société, l'énergie, qui est un des premiers coûts de gestion des bâtiments, là effectivement, déjà il y a un premier sujet de quid de cette performance énergétique si aujourd'hui nos bureaux se vident, puisque nos collaborateurs deviennent nomades, puisque le lien avec le travail que l'on a, c'est la fonction que l'on a et non le lieu où on va travailler. Je pense que socialement, ce sujet il a changé. Et si l'organisation de travail a changé, qu'on devient mobile, il y a un rapport très fort avec le critère énergétique. Parce que si on devient mobile, l'outil informatique, le critère énergétique devient des sous-critères de l'outil informatique. C'est que va coûter mon collaborateur en termes d'outils énergétiques, puisque derrière tout ça, il faut repenser le système d'information, le data center, le cloud, les réseaux intelligents, l'IPv6, la sécurité, la confiance numérique, etc. Donc nous, qu'est-ce que SPI on fait? Puisque c'est la question que vous me posez, on fait plusieurs choses. On investit. Concrètement, on investit déjà dans 3 sociétés. On vient de racheter 3 sociétés. Une société dans le cloud computing et opérateur de service IP. On vient d'acheter une société dans le bâtiment intelligent à Grenoble, et on vient d'acheter une société, le pôle infogérance d'APX, pour effectivement aider nos clients à externaliser leur processus pour être plus agiles par rapport à cette nouvelle organisation du travail. Et on travaille par ailleurs pour là aussi accompagner le cadre de vie de ces nouvelles fonctions, parce que qui dit organisation du travail, qui dit mobilité, dit aussi qu'il faut repenser la ville intelligente. Vous l'avez dit aussi, vous suggérez, le bâtiment intelligent. On travaille aussi pour repenser le transport intelligent. Là, on travaille typiquement avec les gens de la ville de Lyon, on travaille avec, pour la ville, on travaille avec les gens du transport en commun pour tout le transport intelligent, et puis on travaille sur la collaboration intelligente. Mais j'en dirai plus tout à l'heure en essayant de reparler un petit peu de Web 3.0, de Web 4.0. Oui, parce que par rapport à ce que vous dites, j'ai envie de me tourner vers M. Toiti. Il vient de nous parler économie. On va essayer de faire la liaison entre le principe du capitalisme de marché, la vitesse et la potentialité qu'on a dans les nouvelles technologies. Et j'ai envie de poser une question un peu iconoclaste. Est-ce que le capitalisme de marché, par rapport à la potentialité de vitesse que possèdent les nouvelles technologies, est encore adapté? Je pense que clairement, justement, on le voit... Est-ce que ce n'est pas la question sur laquelle on doit aussi s'interroger, parce qu'on parle maintenant de plus en plus d'accès. On voit que s'effiloche petit à petit la notion de propriété. Voilà, c'est ça un peu l'interrogation que nous avons. Quand on parle de paradigme effectivement qui change au niveau des entreprises, c'est également au niveau effectivement du système capitaliste dans son ensemble. Et c'est vrai que notamment, et c'est là encore une fois on revoit la force aujourd'hui des pays émergents, c'est que finalement ils n'ont pas toutes nos rigidités, ils n'ont pas forcément toute notre histoire de capitalisme. Donc alors, il y a des pays qui sont pas passés du communisme au capitalisme tout de suite, donc ils n'ont pas un arriéré entre guillemets, ils ont pas. Donc ça va encore beaucoup plus vite. Vous voyez. Donc alors que nous, on a une culture. On a des habitudes, et ça, c'est très dur à changer. C'est ça qui fait que, bien souvent, notre système, je ne peux pas dire capitaliste, mais notre économie, entre guillemets, au sens large, avec toutes nos rigidités, que ce soit en termes de marché du travail, en termes de dépenses publiques, bien entendu,
On est très loin de pouvoir s'adapter à tout ça. Donc c'est ça qui est également inquiétant. Et après, il y a, bon, je pense qu'on va peut-être l'évoquer un petit peu, mais en lien avec l'économie de marché, ce qui est très important, c'est le financement également de ces investissements. Et c'est là, ce qu'on évoquait à l'instant, et c'est là où clairement la notion de retour sur investissement et autres, elle est différente d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Et c'est vrai que cette révolution Internet, où clairement on avait cru, on a laissé croire qu'on pouvait augmenter comme ça les pertes indéfiniment, bon, là on est revenu vers on va dire le sens concret. Et j'ai envie de dire, la nouvelle crise, elle a généré également un même risque. C'est-à-dire qu'avec cette crise, en fait, si on devait synthétiser la crise qu'on appelait des subprimes, etc., c'est quoi? Ça correspond bien à votre question. C'est qu'il y a une règle économique de base, elle qui est indéfectible avec le temps, que ce soit dans la nouvelle économie ou pas. Cette règle, c'est la suivante. C'est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Ça veut dire que si vous voulez des rendements élevés, que ce soit une entreprise ou un ménage ou un particulier ou un investisseur, et a fortiori dans les nouvelles technologies, il faut prendre des risques. Donc ce fameux principe de précaution nous fait beaucoup de mal, parce que ça veut dire que globalement, on ne veut pas prendre de risques. Alors très bien, mais si on ne prend pas de risques, il n'y aura pas de rendement. Donc, vous voyez, c'est là où on est sur une économie qui est à deux vitesses. Et donc, pour revenir sur cette crise, là où il y a eu encore une fois une erreur, c'est qu'on a laissé croire qu'on pouvait augmenter le rendement sans augmenter le risque. C'était la nouvelle erreur. Qu'est-ce qui s'est passé, pour faire simple? On avait tous ces produits extrêmement complexes, mathématiques et autres. Encore une fois, c'est pas des voyous de la finance qui ont dévoyé le système. Ce sont des grands ingénieurs, des grands mathématiciens qui, plutôt que d'aller justement dans les nouvelles technologies, se sont dit, tiens, on va aller dans la finance, on va faire un petit tour, on va voir comment ça se passe. Donc ils ont dit, attendez, la finance, c'est très simple, c'est formidable. On peut calculer des modèles très complexes, faire en sorte qu'on va augmenter le rendement sans augmenter le risque. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour faire simple? On a pris des dettes subprimes, donc extrêmement dangereuses, qu'on a titrisées, c'est-à-dire on les a transformées en des titres, et ces titres, donc, au travers de modèles mathématiques très puissants, étaient devenus, a priori, sans risque. Notés par les agences de notation AAA. Et bien sûr, on a découvert que ce n'était pas possible. On avait ce qu'on appelait les SICAV monétaires dynamiques. Vous voyez, rien que le nom, déjà, il y a un problème. Monétaire, c'est du sans risque. Dynamique, ça veut dire avec un haut rendement. Donc ça ne colle pas. Et donc, on a découvert le poteau rose, et c'est là où, vous voyez, on revient vers aujourd'hui l'essentiel. C'est-à-dire, on se dit, non, attendez, c'est pas possible d'augmenter le rendement sans augmenter le risque. Maintenant, il y a quand même un danger que je vois, notamment par rapport à la nouvelle économie, et notamment par rapport au financement. Et que je vois, parce que j'ai aussi pas mal de clients bancaires, je ne leur jette pas la pierre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a été dans un excès pendant cette crise, et maintenant, on va dans un excès inverse. On dit, quand on voit les ratios prudentiels, etc., on dit aux banques, ne prenez plus de risques. Or, c'est le métier d'une banque de prendre des risques. Sinon, je veux dire, à ce moment-là, quoi ça veut dire? Si on vous dit aujourd'hui, je veux bien vous prêter 100 000 euros, mais il faut que vous ayez 100 000 euros sur votre compte. À quoi ça sert de s'endetter de 100 000 euros, si vous voyez? Donc, c'est ça le vrai problème que nous avons aujourd'hui. C'est que le danger que je vois par rapport à votre question, c'est qu'on a besoin de prendre des risques. Mais le système financier n'est plus prêt à assumer ces risques. Voilà le vrai enjeu. Et c'est vrai que le système capitaliste, au sens large, il est à repenser, non pas vers moins de risques, sinon ça ne marchera pas, plus de risques, vers mieux de risques, c'est-à-dire un risque calculé. Je pense que tout le monde est prêt à prendre des risques, mais si on nous dit il y a un risque, ce qu'on n'est pas prêt à faire, c'est de dire non, il n'y a pas de risque, donc allez-y. Et en fait, il y a beaucoup de risques. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui le danger. Donc il faut reconverger vers une réalité économique. Si je peux vous rassurer, sur le droit, on a les mêmes interrogations. Parce que c'était assez facile quand on était sur le droit de la propriété, sur le droit des personnes. Maintenant, on a des nouveaux paradigmes aussi, pour reprendre le mot à la mode. Et on a aussi maintenant à gérer le principe des accès illimités. Comment tout cela se passe? J'ai vu que la commission Lescure, à l'heure actuelle, réfléchissait à une possibilité de téléchargeable par rapport à un forfait, et donc de renoncer au principe du droit d'auteur et donc du piratage. Donc on est sur ces bases-là. Et j'allais dire, le droit, par rapport au droit à l'accès, il ne sera peut-être cantonné qu'à surveiller les excès. Donc, et ce serait un peu dramatique aussi. Mais on revient, après avoir parlé d'économie, j'aimerais bien parler un petit peu de l'humain. Et parler d'une chose qui me semble, moi, nécessaire, c'est que, est-ce que ces nouvelles technologies ne restructurent pas les relations humaines, notamment au sein de l'entreprise? Parce que jusqu'à présent, on avait un système au bas, entre guillemets. On a de plus en plus, notamment par le partage d'énergie, un système où on est plutôt côte à côte. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que vous ne ressentez pas les nouvelles technologies comme aussi une restructuration au sein
à la fois de vos entreprises, mais aussi de vos clients, de toutes les relations humaines. Alors, peut-être quelques... Et donc, sur le mode de gouvernance de l'entreprise, vous aviez commencé à l'évoquer. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses autour de votre question. Il y a d'abord la place des technologies d'information dans une société et la place de l'homme dans tout ça. Là, il y a beaucoup d'initiatives, notamment au Japon, qui est un pays qui a une approche des technologies d'information beaucoup plus au service de l'homme qu'on l'a dans les sociétés occidentales hors du Japon. Il y a des applications absolument incroyables autour, par exemple, de la veille aux personnes âgées, la veille, une espèce de veille sanitaire, avec des tas de technologies branchées dans la maison sur la lampe, sur la bouilloire, sur le four, etc., qui envoient des informations vers le cloud et qui, après, en agrégeant toutes ces informations qui sont publiées au quotidien par usage, va consolider ces informations et va en tirer de l'information utile pour le médecin, pour la famille, pour un certain nombre de choses. On est très loin de tout ça, malheureusement, encore, je trouve, en Europe. Et je pense qu'il y a de vraies initiatives pour une population qui est vieillissante. Les Japonais ont beaucoup travaillé ces domaines-là. Il y a aussi beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'agriculture pour le traitement des terres arables qui ont été développées par Fujitsu, qui sont absolument incroyables, qui sont aussi de même nature, avec des tas de capteurs dans le sol pour mesurer le pH, pour mesurer les taux de fertilisation, etc., de façon à pouvoir mieux anticiper à la fois l'arrosage, à la fois la fertilisation des terres, pour être plus dans un respect, de façon générale, de la nature, ou alors des applications, bien évidemment, autour du smart metering, qui sont aussi des applications qui remettent l'humain au centre, puisque, quelque part, avec le smart metering, on est aussi dans un modèle de producteur-consommateur soi-même, avec un rééquilibrage sur les smart grids, sur des zones géographiques plus restreintes que sur une approche très globale qui est celle aujourd'hui dans le domaine de l'énergie. Donc toutes ces opérations-là remettent l'homme au centre, quelque part. On le voit aussi autour de la société, dans les entreprises, autour de la problématique de la mobilité, de tous les usages, de l'ubiquité, le fait de pouvoir se connecter n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, sur n'importe quel device, je veux dire par là, à tout moment, avec la même expérience utilisateur. Il y a beaucoup d'éléments qui remettent l'homme quelque part au centre du dispositif. Et je vous repose la question, parce que c'est direct dans le cadre de l'énergie. Est-ce que tout cela, c'est pas déjà quelque chose que vous avez appréhendé vous-même dans le cadre des énergies renouvelables, sur lequel ceux qui sont de ce que j'appellerais maintenant, mais c'est le mot à la mode, l'énergie informatique, est-ce que dans cette énergie informatique, on n'a pas des choses à piocher dans les énergies renouvelables? On voit maintenant, et on assiste depuis quelque temps à deux grands monstres de l'énergie informatique, qui sont nés avec les concours de l'État. Je veux parler de Cloud Data et donc aussi de Numergy, fait avec Thales SFR d'un côté et puis avec les autres opérateurs de l'autre côté. Est-ce que, quelque part, on n'a pas à piocher dans votre expérience? L'homme producteur d'énergie, en quelque sorte. Je dirais que vous avez peut-être à piocher, et nous aussi, on a pioché chez vous. Et je voulais dire que ça change, les nouvelles technologies de l'information changent complètement les façons de vivre l'entreprise pour les hommes. Et quelquefois, alors elles ont aussi des effets pervers quand on fait partie d'un groupe international. Parce que quand vous avez un N+1, un N+2, un qui se trouve aux États-Unis, l'autre aux Philippines, et qui organise une conf call, et avec les décalages horaires, à 11h du soir, vous êtes 4 ou 5 Français derrière votre bécane, là, ça change aussi les rapports. Donc, il y a aussi des effets qui sont un petit peu pervers, mais quelque part, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un sens de l'histoire. On n'a pas tout découvert encore comment tout ça va se mettre en place. Et quand on parle de révolution, c'est comme toute révolution, quoi. On ne sait pas vraiment demain. C'est très difficile de faire des prospectives. Nous, on s'amuse au sein de Total de faire des prospectives à 1 an, à 2 ans. Je ne voudrais pas avoir les résultats dans un an ou deux, quoi. Parce que quelque part, on a une chance sur 2 d'être faux. C'est impossible. Enfin, c'est peut-être pas Marc Toiti qui va me dire le contraire, quoi. C'est très difficile à part d'avoir une boule. Maintenant, la seule chose sur laquelle il faut être confiant, c'est qu'il faut oser, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur.
Ça, moi j'ai bien aimé votre discours parce que c'est pas en s'endormant qu'on va réussir. On peut aller jouer sur le terrain des Chinois. Quand vous disiez que c'est les Chinois qui font le plus de R&D, je pense qu'on peut relever le défi, on peut y aller, et on a des choses à montrer. Et la preuve, c'est que nous, on a décidé d'aller combattre les Chinois chez eux. C'est un peu osé, hein, mais on va y aller. On va y aller parce qu'on a des technologies, on a la meilleure technologie au monde, on ne va pas se laisser rattraper par les Chinois, et puis on a un savoir-faire. Donc on va y aller. Il n'y a que comme ça qu'on pourra vaincre. Alors ça change complètement aussi les mentalités. Vous parlez des hommes. Ben oui, les hommes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes Français, les jeunes ingénieurs qui sont là, eux, on les a jamais habitués à se battre. On les a jamais habitués à se battre. Je le vois, c'est quelquefois, et je lance un appel, c'est que si vous enseignez dites-leur qu'il faut aller au combat. Il faut y aller, il faut aller au fight. Voilà, mais pour aller au combat, il faut investir. Il faut investir. Et pour investir, comment investir? Parce que moi, l'impression, enfin l'interrogation que j'ai par rapport à l'énergie informatique, c'est qu'on peut avoir des compteurs EDF intelligents. On peut dire on consomme moins la nuit, et donc on va faire marcher les machines à laver la nuit, etc. Quand on est dans l'énergie informatique et qu'on loue du matériel, comment allons mettre en place des principes qui pourraient, imaginons-le pour le futur, être aussi de la consommation d'énergie, en disant c'est peut-être idiot que j'ai la même consommation d'énergie parce que je paye un ordinateur le soir du même prix qui consomme que dans la journée. Est-ce que vous avez réfléchi dans Factom à des nouvelles règles comptables, en quelque sorte, à faire de la consommation sur énergie informatique plutôt que des investissements par rapport à du matériel, à du logiciel, etc. Et va se poser l'autre problème, à mon avis, qui est assez intéressant, c'est aussi, quelque part, les entreprises vous demanderont aussi par rapport à la performance. Par rapport à ce que j'expliquais auparavant, en particulier en matière de budget maîtrisé. Qui dit consommation d'énergie informatique dit plus grande difficulté de maîtriser le budget pluriannuel bien pensé. On l'a vu dans les téléphones portables au moment où on les a donnés à chacun d'entre nous dans les entreprises. On a vu des explosions de dépenses avant que les choses se régularisent. Donc très certainement, on aura un premier pas où on maîtrisera peut-être au moins la consommation par rapport à la réalité du budget et des vraies dépenses. Donc ça, c'est un sujet un peu complexe. Nous sommes un établissement non bancaire, c'est-à-dire que nous sommes un loueur non bancaire, ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de souplesses en cette matière, mais cependant, nous sommes quand même liés au fait qu'il faut aller acheter l'argent tous les matins et dans des conditions plus serrées, telles que vous le disiez, et d'autre part, plus chères. Donc le deuxième dilemme, il est économique. C'est-à-dire que tant qu'on sera dans une tendance de taux, en réalité, le taux à la pompe, c'est-à-dire que le taux généralement pratiqué en réalité, qui est relativement éloigné du taux dont on parle dans les médias, tant que ce taux sera élevé, l'investissement et la capacité d'investissement sera réduite. En tout cas, la souplesse de l'investissement sera réduite. Donc là aussi, comme vous l'avez dit, il faudra aussi que les banques et l'ensemble des acteurs fassent son métier. Ce que disait M. Garnousset, c'est on demande à la fois d'innover, mais en investissant moins. Voilà. Par contre, on peut trouver d'autres solutions. C'est notre... la ressource financière doit se trouver autrement que par le système actuel. Et il y a de plus en plus de systèmes qui se mettent en place, de titrisation et autres, désossés par des particuliers, par des fonds qui permettent de financer les entreprises. Alors, j'ai envie de me tourner nous y croyons beaucoup. D'accord. J'ai envie de me retourner vers Vincent Magnon, puisqu'on vient de parler de gouvernance d'entreprise, on vient de parler de financement du matériel. J'allais dire, est-ce qu'on ne va pas aussi parler au sein des entreprises et chez vos clients de nouveaux DSI qui vont éventuellement changer de nom? Ils sont déjà passés du directeur des systèmes informatiques au directeur des systèmes de l'information. Est-ce que maintenant on ne va pas avoir des gens qu'on va appeler des directeurs des ressources énergétiques au sein de l'entreprise? Et si oui, comment gérer tout cela?
Alors, je ne vais pas avoir la prétention de raconter comment vont s'appeler les directeurs informatiques. Capacité à faire travailler les gens ensemble avec cette nouvelle forme de travail, donc avec ce critère énergétique, hein, combien va coûter comment dire, la performance humaine en équivalent énergétique. Et puis cette notion d'énergie aussi, dans le mot énergie numérique, cette notion d'énergie au sens énergie du savoir, puisque comme tout progrès, tout à l'heure Marc, vous parliez de pays développés, et les pays développés, c'est ce sentiment où il s'est passé un développement économique. Souvent, avec le développement économique, c'est le progrès social, et le progrès social, c'est les ressources humaines, et les ressources humaines, c'est ce qui se passe en ce moment avec ces nouveaux comportements, avec ces nouvelles innovations. Globalement, il va falloir qu'on regarde bien ce qui va se passer autour de ces nouveaux comportements, et là, ça se trouve au niveau des ressources humaines, cette convergence énergie télécom, enfin informatique et énergétique, elle va se passer au niveau de ces nouveaux comportements. Donc les nouveaux critères du progrès social se trouvent dans ce nouveau paradigme. Donc là, je pense qu'on a du pain sur la planche avec nos amis directeurs informatiques. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse tous valoir l'étendue de nos nouvelles activités. Oui, alors c'est d'autant plus intéressant, et je me tourne vers M. Toiti par rapport à cela, c'est qu'on a écrit, et je vous cite parce que je trouve cette phrase absolument cruciale dans le cadre de notre débat, dans une économie de troisième révolution industrielle, c'est le temps qui devient la denrée rare et l'unité de compte cruciale. L'accès aux services l'emporte sur la propriété et devient le moteur essentiel de l'économie. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est au cœur du débat là. J'ai même l'impression que, tant vous que moi, dans votre matière, moi dans la mienne, on sera un peu des victimes collatérales de cette évolution-là, parce qu'en effet, on aura à régler tous les problèmes du temps, des accès, des abonnements, comment faire, dans quelles conditions, etc. Donc il y a là un chantier, à mon avis, tant pour l'économie que pour le droit, qui sont tout à fait essentiels, mais c'est vrai que cette notion de temps devient un élément essentiel par rapport à des données dont on ne saura plus très bien où elles se trouvent, comment on y accède, etc. Donc c'est ce temps et cette performance dans l'économie. Oui, moi je pense qu'effectivement, clairement, là on a vraiment, quand on regarde ce qu'on appelle effectivement les révolutions industrielles ou les révolutions technologiques, il y a plusieurs conditions. Donc, et c'est assez incroyable parce que on s'est posé la question par exemple, est-ce que les NTIC c'était une vraie révolution industrielle. Et donc on a eu toutes les étapes. Donc effectivement c'est des cycles de Kondratiev, etc. Moi je ne rentre pas dans le détail. Jusqu'à la fin, il y a des étapes qui ne sont pas très sympas. Par exemple, il y a une bulle financière. Et il y en aura une. Ce que vous dites tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas valoriser. Alors là, vous avez institué nos entreprises. Est-ce que ça vaudra le coup ou pas? Oui. Donc c'est là, et donc la dernière étape, donc qui est positive, c'est ce qu'on évoque là, c'est-à-dire c'est la transformation des habitudes de vie, des modes de vie. Donc je pense qu'effectivement, il ne faut pas perdre de vue l'humain, hein, comment l'humain va s'intégrer dans ce... Et moi, des fois, je suis un petit peu inquiet. Quand on voit nos enfants, on ne peut plus leur parler. Parce que c'est vrai que des fois, c'est formidable. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, il ne faut pas recadrer vers l'humain, notamment au sein d'entreprises. Et alors après, il y a aussi tous les contrôles, le cloud computing, etc. Il y a aussi un problème de sécurité informatique. Moi, je pense que ça, c'est aussi un grand enjeu. Et je vois tous les enjeux du cloud computing, etc. et autres, c'est la sécurité. On veut bien partager, mais alors, c'est vrai que pour l'instant, on voit la sécurité, on va voir un vigile ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est vrai que clairement, c'est peut-être encore plus sécuritaire d'avoir des mots de passe, des accès ou autres, qu'avoir un serveur protégé par un gardien. Quoi. Donc, mais c'est ça, je pense, aujourd'hui... le problème de l'intelligence économique aussi, exactement. Qui vient Exactement. Et ça, je pense qu'il faut faire attention, parce que si peut-être on va aussi trop vite, vous voyez, là, je mets un petit frein, pourtant moi je vais en avant, mais je pense qu'il ne faut pas décevoir. Je vois par exemple dans le cadre des NTIC, enfin, quand on a eu la Révolution, il y a eu beaucoup de déceptions. Parce que c'était l'engouement, c'était formidable, etc. Donc justement, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de notion de temps, enfin, tout allait bien, qu'on pouvait faire des pertes. Sauf que tôt ou tard, hein, vous le disiez tout à l'heure quand vous parlez effectivement, il y a le décalage horaire, là, on n'y peut rien. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a une notion de concret, d'humain, finalement, où là, clairement, on va devoir quand même, peut-être, il ne faut pas être trop gourmand, il faut serrer, effectivement, je dirais, les objectifs. Et donc, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc je pense qu'on a besoin d'une révolution technologique, ça c'est important, prendre des risques, etc., mais qu'elle soit bien encadrée. C'est-à-dire, on fera des erreurs, on fera effectivement des erreurs, c'est inévitable, mais il faut effectivement limiter ces erreurs. Donc ça veut dire qu'on aura quand même du boulot. Hein, oui. Malgré tout, il faudra s'adapter, mais globalement, on est là aussi pour, je pense, poser des jalons
et qu'on ait vraiment une vraie révolution avec plus de côtés positifs que de côtés négatifs. Quand on parle de l'humain, toujours Rifkin, qui est intéressant aussi dans sa conclusion, il parle de civilisation de l'empathie. Il dit il va falloir qu'on s'intéresse de plus en plus à ce que va faire l'autre. Et je crois que ça pourrait être, si vous êtes d'accord, une forme, entre guillemets, de conclusion de notre table ronde. Le temps avance, et puis pour laisser peut-être aussi le plaisir de poser des questions. Et j'y rajouterais peut-être aussi cette notion, alors c'est quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est à la fois un philosophe et un économiste indien, donc Amartya Sen, et qui a parlé de cette notion de capability. Et donc il prend la notion d'évolution technologique, non pas seulement sur son utilité, mais sur ce qu'elle apporte de liberté à l'homme. Et je pense que là aussi, on aura à réfléchir, dans le cadre de ces évolutions technologiques, à ce qu'elle peut apporter de liberté à l'homme. Je prends un simple exemple, mais qui est un exemple purement, j'allais dire, égoïste sur le plan du droit. C'est peut-être pas une forme de liberté que d'avoir aux États-Unis la possibilité que nous n'avons pas en France grâce à la CNIL, que de savoir sur son iPad que son ami est venu à proximité de vous et qui n'est pas venu vous voir. Et de savoir que tous les amis qui étaient à 2 km ne sont pas venus vous serrer la main. Je crois que là, c'est une innovation technologique qui n'est pas très bonne pour la liberté de l'homme, si on prend cela. Heureusement, on a en effet, nous, en notre sein et maintenant en Europe, la CNIL, et c'est tout à fait intéressant. Voilà, je crois qu'on a un peu essayé de voir tout au long de cette table ronde à la fois les problèmes de technique, les problèmes de gouvernance, les problèmes de financement, les problèmes économiques et de changement de paradigme économique, les problèmes humains, et puis surtout aussi peut-être aussi l'empathie, la volonté de vouloir faire. Je crois que c'est un peu le principe. On vous remercie.